Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Charlotte. Il y a Sybille qui est avec moi. Est-ce que vous nous entendez bien? On va commencer par les questions un peu techniques. Ouais, on voit des pouces et des hochements de tête. Ça a l'air d'aller. Trop chouette. Ah ouais, plein de pouces. Bon, ça, c'est parfait. Du coup, les enfants, on peut faire un deal. C'est que si vous entendez bien, vous nous faites des pouces quand on pose des questions. Et si au contraire, vous voyez que il y a des choses où vous perdez la connexion, où vous nous entendez mal, du coup, Johan, vous n'hésitez pas à vous agiter et même à dire dans les commentaires. Je pense qu'on va faire un peu une bonne pratique comme ça. On va commencer rapidement, mais du coup, moi, je m'appelle Charlotte et je suis accompagnée de Sybille. Nous, on travaille à la communication du projet de Paprec Arkea. Et c'est une première pour nous de faire un live comme ça. Alors, soyez le plus indulgents possible avec nous. Et vu le nombre de petits cœurs et de tout qu'on reçoit, je vois qu'il y a plein d'enthousiasme de votre côté. On va commencer peut-être avec les choses d'un petit peu d'organisation technique. J'espère que le son du coup fonctionne bien. Vous allez voir qu'on va se connecter avec Johan, donc il va y avoir un peu plus de bruit environnement du bateau et vous allez voir le bateau et Johan au milieu de l'Atlantique. Donc toutes ces communications, elles passent par les satellites et plein de technologies. Donc on fait du mieux qu'on peut pour que ça marche et ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. En tout cas, sur la Terre, ça fonctionne bien. On a coupé vos micros volontairement pour que vous puissiez entendre Johan au mieux. Vous êtes actuellement à peu près 70 classes connectées, donc c'est vraiment trop chouette. Et on veut vraiment que vous puissiez tous entendre Johan et comprendre ce qu'il explique. Donc c'est pour ça qu'on a coupé tous les micros. On ne va pas répondre aux questions qui sont posées dans le chat parce que normalement vous avez déjà tous posé vos questions. Il y a le petit Google Form qu'on vous avait envoyé et il y a déjà une soixantaine de questions. Donc on est vraiment trop contents. On ne pourra pas répondre à tout, mais on fera au mieux. Et du coup, il y avait aussi un petit point sur les caméras. Pour information, on va peut-être prendre un screenshot et on est en train d'enregistrer le live. Donc, si jamais vous ne voulez pas que les élèves apparaissent sur les vidéos, vous pouvez couper les caméras et vous verrez tout aussi bien Johan. Il n'y aura pas de souci pour ça. Donc, voilà, on préférait prévenir comme je sais que certains n'ont pas forcément les autorisations d'image. Hop, voilà. Globalement, voilà, Johan répondra un peu aux questions petit à petit, mais il va commencer par un peu raconter là où il est, ce qu'il fait, un peu expliquer le début de son quotidien en mer. Et ensuite, on lui posera peut-être quelques questions parmi celles que vous avez posées. Allez, on a assez parlé, du coup, je vous demande juste un petit instant et je vous envoie Johan qui est déjà en mer avec nous. Hop. Comme ça. Est-ce que vous voyez tous Johan? Est-ce que vous pouvez faire des pouces si vous voyez Johan? Et est-ce que vous l'entendez, Johan? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends aussi? Ouais, moi je vous entends bien. Bonjour à tous. On peut continuer à faire les pouces, les enfants, si vous entendez bien Johan depuis le bateau. Il y a plein de coucous, donc je pense qu'effectivement, ils t'entendent bien. Ouais, il y a plein de pouces. C'est tout bon. Eh ben, écoute, la vie à bord, alors déjà c'est beaucoup mieux, j'ai plus l'écho. La vie à bord va bien, hein. Vous pouvez voir, je suis dans mon petit espace à l'intérieur. Donc là, il y a ma cabine, là, il y a mon lit. Si vous regardez par là, là, vous voyez la mer devant, là, c'est ce que je vois tous les jours. Et puis là, l'ordinateur, donc là, je peux mettre le logiciel de navigation. Donc là, on peut voir que je suis en approche du Brésil. Là, on voit la côte brésilienne qui est là devant moi. Et puis, on peut voir les petits concurrents qui sont à côté, là. Qui sont Nicolas Lunven, Jérémy Bayou et Yannick Bestaven. Donc voilà, ça c'est un peu mon environnement de tous les jours. Et en plus, il fait super beau, donc c'est agréable. Et donc tout, j'ai bien réussi à me mettre dans le rythme. Et voilà, vous pouvez voir, il fait super chaud. Je suis en t-shirt, il fait près de 33 degrés dans le bateau là. J'ai même allumé les ventilateurs. J'essaye de faire rentrer un maximum d'air pour pas être en sueur. Mais voilà, c'est l'équateur, c'est l'été dans l'hémisphère sud et il fait très chaud. Justement, on avait pas mal de questions des enfants qui nous demandaient
qui nous demandait est-ce que ça fait pas bizarre de passer de l'hiver il y a quelques jours quand tu nous as quittés, on était en doudoune et en bonnet, et là on te voit depuis quelques jours en t-shirt. Est-ce que ça fait du bien au moral justement d'être passé? Ouais, ça fait du bien au moral. Alors, bon, c'est vrai qu'on est parti des Sables d'Olonne il y a 12 jours. C'était frais, mais il faisait quand même beau. Hein. C'était un beau mois de novembre qu'on a eu au Sables d'Olonne. Du coup, j'ai pas eu l'impression trop de passer par la phase d'hiver. On a juste mis un tout petit peu les doudounes pendant 2 jours. Mais du coup, c'est super agréable et super agréable d'avoir eu tout un début de course. Voilà, hyper ensoleillé et hyper agréable. Il y a Elliot, normalement, qui a 10 ans et qui est à l'école Stella Maris, qui demandait comment globalement va ton moral. Tu disais que là, que ça allait mieux avec le beau temps et les bonnes conditions. Donc, est-ce que globalement, ton moral est bon? Ouais, le moral est bon. Écoute, Elliot, je suis là où je voulais être dans la course, c'est-à-dire dans le paquet de devant. Euh, je, je me sens bien en mer. C'est vrai que les premiers jours, ça a été plus dur. Tu vois, le fait de partir de la terre, de laisser ses proches, de laisser sa famille, ses enfants, c'est pas si facile que ça. Heureusement qu'il y a la régate, comme ça nous concentre sur autre chose. Mais au final, ouais, ça s'est bien passé. J'avais peur que ça se passe moins bien. Et je sais que normalement, après, dans la longueur, eh ben, ça me manque pas trop. Je m'habitue à ça. Et voilà. Par contre, après, c'est la solitude. Forcément, je vais être tout seul pendant encore près de 70 jours. Donc, c'est le côté pas très agréable, je trouve, de cette course. Justement, on sait que tu as pris de la nourriture que pour, entre guillemets, que pour 80 jours. Et c'était pas très rapide au début. Est-ce que tu commences à te rationner? Est-ce que tu as peur de pas avoir de nourriture jusqu'à la fin? Alors, la nourriture, moi, elle vient dans des sachets comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est le jour numéro 7. Et ça fait 12 jours qu'on est parti. Donc ça veut dire que j'ai déjà, entre guillemets, économisé 5 jours de nourriture. Ça, c'est dû à deux choses. C'est que j'ai pas trop mangé et, et qu'en fait, il y a eu aussi beaucoup de cadeaux de la part de la famille, des gâteaux, des choses comme ça. Et du coup, ça a fait décaler mes plats. Du coup, pour les 80 vrais jours que j'ai pris, en fait, j'en suis déjà à quasiment 85 jours de stock. Et si jamais il fallait, si on était sur une édition très lente, eh ben, j'aurais des jours supplémentaires et je peux économiser encore sans trop de problème. Oui, donc tu meurs pas de faim, clairement, là, les prochains jours, ça va. Il y avait du coup aussi Martin qui a 9 ans et qui lui Qui fait partie de l'association Ma Chance Moi aussi, je pense, qui nous demandait justement comment tu réchauffes tes plats. Est-ce que tu manges chaud? Alors là, il fait 30 degrés, donc tu as plutôt envie de manger des salades, j'imagine. Mais comment tu te fais à manger? Alors, en fait, moi, ça me dérange pas de manger chaud. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le petit réchaud dans lequel je peux mettre un plat. Je mets un plat là-dedans, j'allume le gaz, je le réchauffe et après, il n'y a plus qu'à l'ouvrir pour manger. Et ça, c'est ma cuisine, tu vois. Donc, en fait, dans un même espace, j'ai la cuisine qui est là, et mon matelas qui est ici pour dormir, et le siège pour faire la navigation avec l'ordinateur. Ouais, je sors pas beaucoup, alors ça m'arrive d'aller dehors quand même pour vérifier si tout va bien, pour prendre un peu l'air, prendre le soleil aussi. Euh, mais c'est vrai que potentiellement, c'est pas souvent que je vais dehors. Ouais, on est très bien à l'intérieur et on a fait en sorte que tout soit à portée de main pour pouvoir bien naviguer. Alors après, l'intérêt, c'est surtout quand ça mouille beaucoup. Là, on s'en fiche que le bateau soit fermé parce que parce qu'il fait beau et si on était mouillé, ça serait pas grave. Par contre, quand on sera dans le sud, il y aura beaucoup d'eau sur le pont, on sera très content d'être à l'intérieur de ma cabane. Justement, en parlant de ta cabane, là, on vient de te voir mouliner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de direction de vent. Tu fais ça en nous parlant, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais, en gros, le vent est tombé un petit peu, donc il a fallu que je reborde les voiles, je tende les voiles un peu, donc j'ai tourné j'ai tourné les winches qui tiennent tous les cordages. Et du coup, ça, tu vois, c'est un peu récurrent, quoi. Tu fais
10 minutes, un quart d'heure avec le même réglage, et puis après, le vent, il change, il tourne, il est plus ou moins fort, et du coup, il faut adapter son réglage en permanence. J'ai pas mal de questions sur le poteau noir. Beaucoup d'enfants se sont demandé comment t'es sorti du poteau noir. Donc ça, c'est une question de l'école d'Ethnos. Il y avait pas mal de questions pour savoir comment étaient les conditions pendant le poteau noir. J'ai l'impression que ça a pas mal intrigué les enfants. Est-ce que tu peux répondre à ça? Ouais, bien sûr. Le poteau noir, c'est un endroit un peu magique. Alors, attends, je vais fermer ça. Voilà, j'ai pris mon ballon. Alors, on explique toujours mieux avec un ballon. Alors, on va faire en sorte que vous puissiez le voir. Le poteau noir, c'est ici, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi. C'est en gros autour de cette ligne noire là, qui est l'équateur. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les vents, ils se rencontrent ici. Il y a ceux du sud et ceux du nord. Et là, ils sont pas contents. Ils font la guerre, en gros. C'est moi qui vais gagner, non, c'est toi, non, c'est moi, machin. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des orages. Et donc, dans toute cette zone-là, il y a beaucoup d'orages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau ici, là, au Brésil. Et puis, souvent, beaucoup d'eau ici en Afrique aussi. Et du coup, ça, quand on la traverse, il y a des zones avec des orages très forts, il pleut très fort, il y a beaucoup de vent. Et derrière, quand l'orage est parti, c'est le calme plat. Et ça peut durer des heures et des heures. Donc, je crois que nous, avec Carly Dalin, on est resté quasiment une demi-journée, collé quasiment au même endroit, sans vent. Et puis, d'un seul coup, c'est revenu et c'est reparti. Donc, c'est un endroit un peu délicat parce qu'on a du mal à savoir où est-ce qu'il faut passer. On a du mal à voir où est vraiment la bonne météo. Et du coup, c'est un endroit un peu compliqué en termes de stratégie. Voilà. Et puis des fois, surtout, je sais pas, à 500 mètres près, tu te fais coincer par un nuage. Toi, tu restes sur place et les autres, ils partent. Et là, tu peux rien y faire. Il n'y a pas de vent. Et puis, comme on n'a pas de moteur, il faut attendre que le vent revienne. Mais justement, là, tu nous parles qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et que c'était bloqué, mais à la même période, pourtant, tu as battu le record de vitesse sur 24 heures des monocoques en solitaire. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de vent et en fait, tu arrives à battre des records? Ça, c'est parce que tu n'as pas bien suivi, Charlotte. C'est pas bien. Normalement, toi, tu dois savoir. En fait, ici, il y avait les îles du Cap-Vert. Et ici, il y avait une zone pas très forte. Et là, on a dit, il y a une zone pas très forte avec les orages. Et entre les deux, il y avait juste assez de distance. Et surtout, il y avait le bon vent, avec le bon angle et la bonne force, pour aller très très vite entre les deux points. Et effectivement, ça m'a permis de battre le record des 24 heures en monocoque. Et donc, aujourd'hui, après qu'Arkea et moi, on est les plus rapides sur 24 heures. Alors bon, ça nous fait une belle jambe. On est content de l'avoir battu, mais voilà, ça nous a juste permis de gagner quelques places au classement. Et puis surtout, ce que je pense, c'est qu'on est capable de le battre. Peut-être dans ces endroits-là, dans les mers du Sud. Là, on devrait avoir des conditions qui vont être propices à battre des records, surtout avec les bateaux que l'on a aujourd'hui. Il y avait une classe de CE1 justement qui nous demandait à quelle vitesse tu vas et à quelle vitesse tu imagines pouvoir aller quand tu dis que tu vas encore battre le record dans les mers du Sud. Alors là, on est allé à 23 nœuds, donc 23 nœuds, ça fait quasiment 50 km/h. Alors ça paraît peu quand on parle d'une vitesse de voiture ou d'un vélo, quasiment. Mais voilà, sur la mer, c'est quand même différent. Et faut voir qu'il n'y a aucun bateau, même des bateaux à moteur, qui sont capables d'aller aussi vite, aussi longtemps. Du coup, je pense qu'on est capable, là on a fait 23 nœuds, je pense qu'on est capable de faire 25-26 nœuds. Donc on est capable de gagner quasiment 50-60 000 sur le record. Alors là, c'est des unités que tout le monde ne comprend pas. Mais voilà, c'est comme ça dans le bateau, on parle en 1000. Donc là, on a fait 550 000, ça fait 1000 kilomètres. En fait, c'est quasiment comme si on avait traversé la France d'un bout à l'autre en 24 heures en bateau. Ça donne déjà une idée un peu plus réaliste de la chose. Que faire 24 heures, faire la longueur de la France en 24 heures, c'est pas si facile que ça. Ouais, effectivement, c'est pas si facile que ça. Et donc là, tu as volé le record à Nicolas Lunven, qu'il avait en solitaire. Mais dans les mers du Sud, c'est Boris Herman en équipage qui a le record. Est-ce que tu vas essayer de lui voler celui-ci aussi? Ah, Boris Herman, il a le record ici, là, en Atlantique Nord. Ouais. Et lui, c'est un record en équipage qui va être plus dur à battre, quasiment 27 nœuds. Mais bon, après, ça dépend. En fait, ce qu'il nous faut, c'est du vent
et une mer plate. Si la mer elle est plate, il n'y a aucun problème, le bateau il va super super vite. Ce qui nous dérange, c'est les vagues. Voilà, donc il faut trouver le scénario où tu as du vent, mais pas les vagues. J'avais deux questions. J'avais une première question de Tim qui a 10 ans et qui est à l'école de Blon, qui demandait quelles émotions tu as ressenties lorsque tu as battu le record. Et la deuxième question, c'était est-ce que le fait d'avoir battu le record, ça te laisse espérer de battre l'épreuve, enfin de reporter l'épreuve? Et ça, c'est Émilie de Maison Alfort qui posait la question. Alors, battre le record, j'étais super content, j'étais surtout très surpris parce que c'était pas des conditions parfaites. En fait, la distance que j'avais pour le faire était un peu courte. Et en réalité, si j'avais pas été gêné par les zones de vent faible, j'aurais fait beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est un peu la surprise. Mais après, j'étais super content, surtout que je l'ai volé à un bon copain. Donc on aime bien toujours voler un record à un copain. Et après, bah, par contre, ça laisse en rien présager si je vais gagner cette épreuve ou pas. En réalité, il y a beaucoup de bateaux qui ont le même potentiel que moi, mais voilà, ça dépendait des conditions et puis peut-être aussi certains ont voulu protéger leur bateau et pas tirer trop fort dessus. Donc voilà, je sais pas vraiment si tout le monde était en mode record. J'ai envie de te dire que d'une certaine façon, moi je l'étais pas non plus, donc c'était un peu une surprise. Bah, trop chouette. En tout cas, ça a l'air d'aller. Enfin, dès qu'il y a du vent, ça va vite. Et on sait que c'est un bateau qui est plutôt taillé pour avoir du vent parce que c'est comme ça que vous l'avez réfléchi avec les architectes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de la différence entre ton bateau à toi et peut-être celui de Charlie Dalin qui est un petit peu plus polyvalent, mais que tu aimes bien aussi taquiner et vous êtes souvent au coude à coude? Le bateau Charlie, il est plus fait pour des vents moyens, c'est-à-dire un peu ce qu'on a en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que là, il a bien performé et il est passé en tête. Et nous, on est plutôt fait pour du vent fort, donc plutôt les mers du Sud. Donc, d'une certaine manière, nous, on n'est pas fait pour être en tête. Ça, c'est pas les conditions propices au bateau. Par contre, normalement, dans les mers du Sud, là, on va passer quand même un mois. Et ben, normalement, on sera plus dans notre terrain de jeu. Voilà, on verra. Après, ça dépend un peu des scénarios météo. Bah, trop chouette, tu nous as pas mal du coup parlé du bateau, de la météo et à bord, où est-ce que tu en es avec les douches, dormir, comment est-ce que tu as pris une douche déjà depuis le début? Ouais, j'ai déjà pris une douche dans le poteau noir, je crois, ou juste avant, je sais plus trop. Et là, je crois que c'est l'heure d'en prendre une deuxième. Là. Donc on va profiter du beau temps. En plus, l'eau, elle est chaude. L'eau, elle est à 28 degrés là. Donc il n'y a aucun problème. Je récupère de l'eau dans la mer. Je me mouille avec l'eau de mer. Je me savonne. Et puis après, je fais juste un petit rinçage à l'eau douce. Et donc avec un litre d'eau douce, je suis capable de prendre une douche. Donc là, je vais en profiter tant qu'il fait beau. Parce qu'arriver dans les mers du Sud, il fera trop froid pour prendre des douches. Mais rassure-nous, tu te brosses les dents quand même tous les jours? Bien sûr, tous les jours, 2 fois par jour. J'avais une question de Sonia en parlant d'hygiène, et c'est une question que beaucoup d'enfants se posent, de Sophia, pardon, de ma chanson aussi, qui demande de comment est-ce que tu fais tes besoins, comment ça se passe. On n'est pas dans un appartement normal là en ce moment, donc ça va être un peu compliqué. Ah oui, bah là, je fais dans un seau. Donc comme un seau de plage. Et voilà, je mets un peu d'eau dans mon seau, puis après je fais mes besoins dans mon seau, puis après je mets tout ça par-dessus bord. Voilà, un sujet qui passionne souvent les enfants d'ailleurs. Et pas que les enfants. Et pour dormir, là, en ce moment, ça se passe comment? Tu fais plutôt des micro-siestes tout au long de la journée et de la nuit ou tu as un rythme un peu plus calme? On t'a entendu dire plusieurs fois dans les vidéos que tu avais fait une bonne nuit. Comment ça s'est organisé? Bah écoute, ouais, en fait, je mets pas de réveil. J'ai beaucoup d'alarmes sur le bateau qui m'indiquent si le vent a tourné, si le bateau avance pas assez vite. Et tant que je peux, j'essaie de faire des siestes assez longues. Alors, j'essaie de dormir en journée, mais comme il fait très chaud, c'est pas évident, donc forcément, je dors un peu mieux la nuit. Voilà, donc j'arriverai pas à te dire, mais cette nuit, je crois que j'ai fait une bonne grosse nuit. Hein. J'ai dû bien faire 6-7 heures, je pense. Alors, en cumulé, je me suis réveillé plusieurs fois, parce que comme le bateau bouge et fait quand même pas mal de bruit, c'est assez facile d'être réveillé par un mouvement. Voilà.
Et c'est ton record là justement, 6-7 heures de sommeil ou t'as fait déjà plus? Ça paraît énorme. Non, c'est énorme, ouais. Bah, c'est parce que là, comme c'est vraiment tout droit et que les conditions sont très stables, ben, du coup, il n'y a pas besoin, le bateau, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de moi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand la météo est correcte, c'est facile de dormir beaucoup. Quand la météo est dure et que le bateau il bouge beaucoup, c'est plus dur de dormir. Et là, des fois, je dors plutôt 3-4 heures quoi, par jour. Hein. Et il y a Raphaël, 6 ans, qui est en CP, qui demandait justement comment tu fais pour surveiller le bateau quand tu dors. Alors, comment je fais? Ben, écoute, comme je suis allongé là à côté, en fait, face à moi, j'ai tous les écrans que je vais montrer tout à l'heure. Et du coup, je peux lire les chiffres pour savoir si il est sur le même vent, si le bateau il avance vite. Et du coup, c'est facile de faire comme ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, moi, j'ai tellement l'habitude du bateau que je sais exactement où il en est. Quoi. Est-ce qu'il avance assez vite? Est-ce qu'il est bien réglé? Voilà. Donc j'ai un ressenti du bateau qui est très fin et qui me permet de le régler en permanence, même sans avoir à regarder les chiffres. Je sais pas quelle caméra t'as de connecté là, du coup, à bord. Tu peux nous faire un petit tour pour nous montrer à quoi ça ressemble, s'il te plaît? Ouais, bah là, j'ai les deux extérieurs. Hein. Bah là, ce que vous voyez, donc c'est le bateau vu sous le vent. Et donc là, on voit bien que la mer, elle est quand même super propre. On voit le bateau qui se lève un peu de temps en temps, mais rien de bien méchant. Et puis vous voyez le foil là, juste en bas de la vidéo, qui lui aide à essayer de soulever le bateau de l'eau. Voilà, mais là, il n'y a pas assez de vent pour voler. Donc on peut voir que c'est quand même très tranquille. Et là, on va environ à 15 nœuds de vitesse. Bah, trop chouette. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter de ces derniers jours? Sinon, on t'en met pas plus et tu nous enverras des vidéos les prochains temps. Ouais, bah, je vais continuer de vous envoyer des vidéos, non? Parce que ce qui était sympa dernièrement, c'était d'être à côté de beaucoup d'autres bateaux. Hein. Là, j'en vois deux juste à côté de moi. Là. Donc, on a l'impression d'être sur une régate en baie de l'Orient. Là. Donc, c'est de la compétition très rapprochée, c'est quand même sympa. Et puis, bah, des fois, avec les copains, on s'envoie quand même des petits messages. On se raconte un peu notre vie, on se raconte aussi nos histoires, nos bobos, nos histoires de casse du bateau, parce que là, moi, j'ai pas eu de problème de casse, j'ai pas eu grand chose à réparer. Et il y en a déjà qui ont fait pas mal de bricolage. Et ça fait partie du Vendée Globe, c'est de réussir à garder le bateau en bon état de marche pour arriver à faire le tour du monde. Donc voilà, c'est souvent que je vais faire des tours du bateau pour l'inspecter, pour voir si tout va bien, pour remplacer des pièces qui sont cassées ou des choses comme ça. Donc j'essaye de regarder en permanence dans quelle est la santé de mon bateau. Et puis sinon, tout va bien. Tout va bien. On est dans une partie assez facile. Et voilà, on va glisser, on va traverser. On peut faire une petite suite à la vue du globe. Alors on est où nous? On est là. Hop, hop, hop. Là. Donc ici on est là. Là on va longer un peu le Brésil. Et puis après on va commencer à couper l'Atlantique comme ça. Là. On va se diriger vers l'Afrique du Sud ou en dessous de l'Afrique du Sud. Pour essayer de rentrer dans l'océan Indien. Voilà. Donc là, on va mettre en gros une dizaine de jours à aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Et puis après, on attaquera la grosse portion, la navigation la plus difficile, c'est les mers du Sud, donc toute cette zone-là, en bas du globe. Voilà. Et ça va nous occuper à peu près tout le mois de décembre. Donc on va passer un mois dans le Sud. Et là, il va faire beaucoup plus froid, parce que là, je vous disais qu'il faisait 30 degrés dans le bateau et l'eau à 28. Et là, quand on sera au niveau des îles Kerguelen, il sera plutôt 4 degrés dans l'eau et 4 degrés dans l'air. Et parfois même 0, et parfois il pourra même neiger. Donc là, on ne sera pas du tout habillé pareil. Et j'ai prévu beaucoup de vêtements hyper chauds pour la suite du voyage. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler une autre fois. Ouais, c'est chouette, effectivement, toutes ces explications. On comprend bien ce que tu es en train de vivre et on imagine, en tout cas, on commence à imaginer un petit peu ce qui se passe pour toi. Et il y a des enfants qui se posent pas mal la question de savoir est-ce que tu as peur quand tu es en bateau? Est-ce que les vagues, la nuit, est-ce qu'il y a des choses que tu
que tu redoutes un peu ou au contraire, est-ce que tout est excitant dans l'aventure que tu es en train de vivre? Écoute, j'ai pas particulièrement peur, déjà parce que ben je fais ça depuis longtemps, hein, je suis habitué. Donc pour moi, piloter un bateau comme celui-ci, c'est comme prendre ma voiture, hein. Je suis très habitué. Voilà. Après, il y a des fois, on pense souvent aux tempêtes qui peuvent faire peur. En vrai, on est quand même dans des bateaux très sécurisants. Tu vois, là, je suis à l'intérieur du bateau, donc je peux pas être vraiment mouillé. Je me sens très en sécurité. Voilà. Nous, ce qu'on n'aime pas, vraiment pas, et qui peut faire un peu peur, c'est de taper quelque chose qui est dans l'eau, genre un tronc d'arbre ou un container ou quelque chose comme ça. Et ça fait peur parce qu'on peut pas les voir venir. Et après, ça fait beaucoup de dégâts au bateau. Bah, tu as fait une chouette transition un peu tout seul. Je dis souvent quand je présente le bateau qu'il y a il y a un petit Wally, une petite caméra un petit peu qui veille sur toi. Tu peux l'expliquer aux enfants du coup, leur parler d'Oscar? Oscar, c'est mon meilleur ami, effectivement. Oscar, c'est une caméra qui est tout en haut du mât, là-haut, et elle regarde vers l'avant, et elle regarde si elle voit des objets sur la mer. Et ça m'est déjà arrivé qu'elle m'évite de rentrer en collision avec un bateau ou des choses comme ça. Donc c'est un peu un ange gardien qui est là-haut et qui regarde vers l'avant et qui scanne toute la surface de l'eau pour voir s'il n'y a pas voilà, un risque de collision. Et dès qu'il y a un risque de collision, lui, il sonne, alors un petit peu au début, et si c'est vraiment une collision imminente, il sonne très très fort, très très vite. Donc j'arrive à savoir si le danger est imminent ou pas. Et les dernières questions, du coup, il y a des enfants qui t'ont vu boire un petit peu de champagne tout à l'heure. C'était pas Noël encore, mais pourtant, tu avais ta petite bouteille de champagne. Est-ce que t'es superstitieux? Pourquoi t'as fait ça au passage de l'équateur? J'ai fait ça au passage de l'équateur parce que Charlotte de la communication elle m'a demandé de le faire. Non, je rigole, c'est une tradition de donner un petit peu de champagne ou de boisson alcoolisée à la mer, au bateau et aux marins quand on passe l'équateur. Voilà. Et il faut savoir que pour moi, c'est la première fois que je passais l'équateur en solitaire. Voilà, je l'avais déjà fait 3 autres fois, mais j'étais pas tout seul. Et donc là, c'est la première fois tout seul. Et la dernière fois que tu l'as passé, c'était avec Yann Eliès, du coup, sur la Jacques Vabre, vous étiez tous les deux. Est-ce que ça te manque d'avoir un coéquipier avec toi? Alors, c'était pas sur la Jacques Vabre, puisque la Jacques Vabre, elle traverse pas l'équateur aujourd'hui. Mais à l'époque, je l'ai fait 2 fois avec Damien Seguin, qui est un concurrent qui est aussi dans le Vendée Globe. J'ai traversé 2 fois avec lui parce que l'arrivée de la Transat Jacques Vabre était au Brésil avant. Et une autre fois avec un ami qui s'appelle Pierre Lacaze. Voilà. Et donc c'est assez marrant de refaire ça, mais tout seul cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va pas s'arrêter au Brésil, sinon l'arrivée, elle serait dans 4-5 jours. Et là, on va plutôt arriver dans 2 mois. Bah justement, c'est une chouette période. Merci d'avoir répondu à plein de je dirais, de nos questions, mais surtout à je pense que les enfants se rendent bien plus compte d'un petit peu ta réalité et de à quoi ressemblent tes journées à bord. Un petit mot pour la fin? Oh, je vais vous montrer un peu dehors avec cette caméra. C'est tout de suite plus Ouais, impressionnant avec les bah, enfants. ouais, ça marche mieux avec celle-là peut-être. Ouais, voilà, bah, je voudrais remercier tous les enfants qui ont participé à cette visio. Moi, je suis hyper content de vous faire découvrir mon milieu. Donc, on n'hésitera pas à le refaire. En tout cas, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à continuer d'en envoyer. Et puis, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux.
Et je voudrais faire une petite spéciale dédicace à l'école de l'Armor-Plage, là où j'ai mes filles. Allez, bonne journée à tous. Merci Yoann, c'était trop bien et on te laisse pour la fin de journée. Allez, à tout à l'heure. Allez, à bientôt, au revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Bon, quand je vois vos sourires et votre calme dans certaines classes, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. On voit des cœurs et des applaudissements de partout. C'était incroyable de vous voir. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment une première pour nous. On n'avait jamais fait ça. Je vous promets, techniquement, on fera encore mieux la prochaine fois. Il y a eu ce petit souci d'écho que moi, j'entendais pas du tout. Donc, vous avez bien fait de nous alerter parce que Johan, il avait le même souci que vous. Donc, c'était parfait. Et on aimerait bien refaire ce genre de présentation avant les vacances de Noël. Donc, on vous tient au courant. Celle-ci, elle était un petit peu précipitée, mais on a profité de la météo et du passage de l'équateur pour vous faire partager ces moments-là avec Johan. Et on a très envie d'en refaire plein. Donc voilà, on vous tient au courant. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était un chouette moment. Et puis, on reste en contact. Si vous avez des questions ou des encouragements, on peut les transmettre à Johan. Il sera content de vous répondre. Et moi, j'ai enregistré du coup cette vidéo-là. Donc, je vais recouper un petit peu pour qu'on enlève les moments entre guillemets de mise en route. Et puis, dès que c'est en ligne, je vous envoie le lien si vous avez envie de regarder le replay. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup, beaucoup. Et du coup, à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours aussi, à partager l'information autour de vous, à nous envoyer des photos si vous utilisez notre kit pédagogique. On sera trop content vraiment d'avoir vos retours, d'avoir vos dessins pour Johan, tout ça. Ça nous fait trop plaisir. Ça fait très chaud au cœur et on envoie régulièrement des petits messages à Johan que vous nous transmettez pour que voilà, il ait conscience de tout le monde qui le suit derrière, de tous ces enfants qui l'encouragent. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, les enseignants, les enseignantes, à nous partager toutes les petites nouvelles de vos classes et des photos, ça nous fait trop plaisir. Trop chouette. Merci à tous, bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir. Ciao les enfants.